Là, on va passer à, juste après la Covid, on va parler du post-Covid. Alors, c'est 440 millions de cas, 6 millions de décès actuellement jusqu'à maintenant. C'est des conséquences sanitaires assez importantes, menaçantes, malgré tous les efforts qui ont été faits en matière de vaccination, en matière de prise en charge, et avec toutes les erreurs qui ont été faites, disons pas les erreurs, mais toutes les expériences qu'on avait accumulées par rapport à cette maladie. Alors, c'est quoi ce long Covid? Le Covid, c'est une maladie émergente qui promet d'être potentiellement invalidante. Ça va être une surcharge de nos services, de nos consultations par la suite. Ça va faire un impact à long terme important. C'est actuellement non comprise. Ça nécessite plusieurs explorations et pas mal de travaux pour pouvoir la comprendre. La récupération, elle est parfois lente, elle est incomplète, elle se fait sur plusieurs semaines, vers plusieurs mois. Alors, la définition a été conflictuelle au début. On ne s'est pas accordé sur une définition. Chacun avait sa propre définition, mais c'est un terme générique qui veut dire une infection prolongée dans le temps. Et c'est un syndrome qui est déclenché par cette infection. On parle de Covid, donc post-aigu, tout le monde est accordé par rapport à ça. C'est le Covid, enfin les symptômes qui surviennent après la manifestation du Covid. C'est des symptômes qui persistent et des complications tardives au long terme qui surviennent au-delà de 4 semaines après l'infection Covid. On parle de Covid-19 symptomatique subaigu qui survient jusqu'à 12 semaines à compter de l'épisode initial et de long Covid quand ça dépasse les 12 semaines, qui ne sont pas attribués à une autre complication ou à notre diagnostic. Alors, l'OMS a tranché, l'OMS le 6 octobre 2021 avait sorti une décision qui était consensuelle. Alors, on parle de l'état post-Covid, c'est un état qui survient chez des personnes ayant des antécédents d'infection probables ou confirmés par test PCR et qui, généralement, 3 mois après le début de la Covid-19, avec des symptômes qui durent au moins 2 mois et ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Alors, les symptômes courants incluent la fatigue, l'essoufflement, un dysfonctionnement cognitif, et puis d'autres qui ne sont généralement et ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien. Les symptômes peuvent réapparaître après récupération initiale ou persister après la maladie initiale, fluctuer ou rechuter. Alors, il y a plusieurs hypothèses physiopathologiques qui ont été avancées. On parle de persistance du virus dans certains sites qui expliquent ces symptômes post-Covid. On parle de démasquage de comorbidités qui existaient déjà, qui étaient méconnues avant l'infection. On parle de séquelles organiques modérées méconnues, telles que fibrose post-Covid, une maladie thromboembolique, des séquelles de maladies thromboemboliques. On parle de dysautonomie par déconditionnement cardio-circulatoire. On parle d'une inflammation à bas grade prolongée ou persistante, surtout la neuroinflammation. On parle également d'auto-immunité, une altération du microbiote qui était induite par le SARS-CoV-2. Et on parle enfin d'une dysfonction mitochondriale qui induit une dérégulation immunitaire. Alors, cette importance du long Covid, c'est des symptômes qui persistent chez plus de 20% des patients après 5 semaines et chez plus de 10% des patients même après 3 mois. Environ un patient sur 10 est testé positif pour la Covid, pourrait présenter des symptômes post-Covid qui, sur une période de 12 semaines ou plus. Environ un tiers des patients n'avaient pas retrouvé leur état initial habituel après une infection Covid quand ils sont interrogés 3 à 6 semaines après le diagnostic. Un tiers des patients atteints de Covid-19 présenteraient des symptômes persistants au bout de 9 mois. La majorité n'avait pas été hospitalisée ou avait présenté une forme légère de la maladie. Alors, quels sont ces symptômes? Les symptômes les plus courants qui sont rapportés par toutes les études, c'est une fatigue majeure, une dyspnée, une toux, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des palpitations, des troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles cognitifs, des céphalées, des paresthésies, des troubles du sommeil, une irritabilité, troubles de l'odorat, des acouphènes, des vertiges, des douleurs musculaires, des courbatures qui persistent, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des signes cutanés de prurite urticaire et pseudo-engelure, et parfois une fièvre et des frissons. Alors, sur une revue systématique, une méta-analyse qui a porté sur 55 études, on dénote 55 effets à long terme identifiés. Essentiellement, les 5 les plus fréquents, c'est la fatigue, les maux de tête, les troubles de l'attention, une perte de cheveux et une dyspnée. D'autres anomalies paracliniques ont été également décelées, c'est des anomalies radiologiques dans 58% des cas, élévation des D-dimères, du pro-BNP, de la CRP, de la ferritine, etc.
Une autre étude plus importante qui était publiée en octobre 2021, qui avait porté sur un ensemble de 2100 études identifiées, dont 57 études avec pratiquement un nombre de 250 351 survivants de Covid. Plus de la moitié des survivants ont rapporté des symptômes 6 mois après la guérison. Les symptômes les plus fréquents, c'est un déficit de mobilité fonctionnelle, des anomalies pulmonaires, des troubles de la santé mentale. C'est une pathologie invalidante avec un risque de dépassement des capacités sanitaires dans les pays essentiellement à revenus faibles ou intermédiaires. Alors, comment porter le diagnostic de ce long Covid? 3 critères diagnostiques. D'abord, il faut une preuve que le malade a eu le Covid. Donc, un test RT-PCR antigénique ou sérologique positif, ou bien une manifestation qui est diagnostiquée par un scanner thoracique, même en l'absence d'une confirmation sérologique ou antigénique. Deuxièmement, c'est la présence des symptômes qui sont au-delà de 4 semaines, qui suivent le début des symptômes. Et 3, il faudra qu'il y ait un diagnostic différentiel, c'est l'absence d'autres raisons ou d'autres diagnostics qui peuvent expliquer ces symptômes. Donc, c'est 3 critères qui sont indispensables pour poser ce diagnostic. Alors, le diagnostic différentiel, d'abord, il faudra éliminer les complications de la phase aiguë de la maladie. Il faudra éliminer toutes les pathologies qui peuvent survenir au cours de la phase prolongée du Covid, c'est des complications qui sont secondaires à par exemple, les maladies thromboliques, on va les voir. Et enfin, c'est les décompensations de comorbidités sous-jacentes existantes, telles que la thyroïdite, un diabète, PPCE ou autre. Alors, quelles sont les complications de la phase aiguë? Les complications aux conséquences de la forme sévère de la Covid, on peut avoir, qu'elle soit pulmonaire, on peut avoir une fibrose interstitielle séquelaire, on peut avoir un syndrome restrictif, une maladie thromboembolique veineuse, qui ne sont pas du post-Covid, mais c'est des complications du post-Covid qu'il faudra éliminer dans le diagnostic différentiel. Cardiovasculaire, les malades peuvent présenter des syndromes coronariens, ils peuvent présenter une insuffisance cardiaque, une myocardite, une péricardite, etc. Mais c'est secondaire à la Covid, mais ils ne sont pas comptabilisés dans le post-Covid. Neurologique, c'est des séquelles d'AVC, encéphalopathie, épilepsie, etc. Des troubles mentaux à type de stress post-traumatique, des troubles anxieux, une dépression. Dermatologique, par exemple les nécroses d'extrémité, les éruptions cutanées, les escarres, ORL, etc., l'insuffisance rénale, etc. Donc, c'est des complications qu'il faudra éliminer pour poser le diagnostic de post-Covid. Alors, comment prendre en charge ce post-Covid sur le plan diagnostic? D'abord, il faudra évaluer l'épisode initial. Bien décrire quels sont les symptômes de l'épisode aigu et les symptômes antérieurs. Avoir une idée sur le statut virologique et immunologique qui soit confirmé. Donc, le malade va ramener les bilans, enfin, les analyses qui ont été faites pour confirmer ce diagnostic. Il faudra essayer de requérir les examens complémentaires qui ont été accumulés au cours de l'hospitalisation du patient, imagerie, exploration cardio-pulmonaire, avoir une idée sur l'histoire clinique, sur les rapports d'hospitalisation s'ils sont disponibles, les traitements qui ont été reçus et les effets des traitements. Idée sur les antécédents du patient, ses comorbidités, est-ce qu'il y a une présence ou non de maladies auto-immunes connues, des troubles anxieux, dépressifs, antérieurs, et des signes d'insuffisance d'organes ou d'immunodépression. C'est toujours dans l'évaluation de l'état actuel maintenant, il faudra avoir une évaluation qui est centrée sur la personne. C'est une approche plutôt holistique et empathique, parce que parfois on n'a rien à proposer pour les patients. Il faudra étudier l'historique complet de la maladie, la nature, la gravité des symptômes qui sont rapportés, l'intensité, les types des symptômes, la fréquence, la variabilité dans le temps, savoir quels sont les facteurs qui déclenchent ou aggravent cette symptomatologie, quel impact sur la qualité de vie, et les conséquences sociales et professionnelles de ce syndrome. Alors, quelles sont les investigations à faire pour le diagnostic positif? Il y a des investigations qui sont urgentes pour éliminer une complication aiguë ou parfois potentiellement mortelle, qui est une hypoxémie sévère, des douleurs thoraciques. Faire une enquête idéologique, c'est une enquête qui est adaptée aux signes, au tableau clinique. Faire un examen physique complet qui va concerner le poids, la température, la fréquence cardiaque, etc. Un examen de l'état mental et des scores cliniques tels que l'MMRC, le HAD et l'échelle visuelle analogique. Ça, c'est paru dans Sign, est publié dans Sign. Donc maintenant, toujours dans l'enquête étiologique sur le plan paraclinique, il faudra demander à avoir une radiographie thoracique, surtout s'il y a suspicion de pneumonie, atteinte de pneumonie qui survient, et contrôler ces séquelles qui apparaissent enfin, jusqu'à 12 semaines à partir de l'infection. Faire un électrocardiogramme,
faire une échographie cardiaque sinon, et déceler des signes d'insuffisance cardiaque. Les analyses de base sur le plan biologique, une numération formule sanguine, un ionogramme, une glycémie agent, des tests de la fonction rénale hépatique, une PCR et une ferritinémie. Certaines analyses sont demandées spécifiquement en fonction du contexte, telles que des dédimères, troponine et pro-BNP. Maintenant, sur le plan thérapeutique, comment prendre en charge ce post-Covid? D'abord, il faudra se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, d'abord, il faudra éliminer et diminuer la fréquence et l'intensité des symptômes. Soutenir une autogestion optimale, il faut compter toujours sur le patient pour pouvoir s'auto-gérer sa symptomatologie, savoir comment éviter les facteurs déclenchants et comment essayer de s'habituer pratiquement à ça, parce que vous allez voir que nous n'avons pas beaucoup de choses à proposer à ces patients. Et également, il faudra orienter vers des ressources spécialisées aux besoins en fonction du tableau clinique. Donc, c'est ça un peu les objectifs. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement spécifique. C'est des patients chez qui nous n'avons pas vraiment des choses à proposer. C'est des signes qui sont rapportés, subjectifs, et parfois qui n'ont pas de substratum anatomique sur lequel on peut agir. La prise en charge doit être pragmatique. Elle est symptomatique et personnalisée en fonction du patient. Et parfois, elle est étiologique quand cela est indiqué. Ça nécessite une collaboration interdisciplinaire. Vous avez vu qu'il y a plein de symptômes, plein d'organes qui sont testés. Donc, on aura besoin de la collaboration du pneumologue, du neurologue, du psychiatre, etc. Du cardiologue, parfois. Ça nécessite l'établissement d'un plan de soins en partenariat avec la personne. Et il faut toujours insister sur l'importance de l'autogestion et l'autogestion accompagnée de ces patients. Alors, on doit proposer un soutien psychologique quand il s'agit de troubles somatiques fonctionnels anxio-dépressifs et parfois un avis psychiatrique et un suivi psychiatrique. Rééducation fonctionnelle, réentraînement à l'effort, parfois olfactif, prendre en charge les comorbidités quand elles existent et traiter les complications. Il faudra réévaluer l'efficacité du traitement prescrit et ajuster la posologie et parfois référer le patient au spécialiste quand il n'y a pas d'amélioration ou en cas de détérioration de l'état clinique. Alors, sur le plan fonctionnel, si la personne présente un handicap fonctionnel, il faudra essayer de demander au patient de gérer son énergie et sa douleur en entraînant, enfin celle qui entraîne une incapacité fonctionnelle au patient. Il faudra également c'est indiqué quand la personne a une atteinte respiratoire significative persistante, une atteinte cognitive, une atteinte cardiaque, neurologique, ou parfois on a un syndrome de soins, des patients qui ont été hospitalisés dans les unités de soins intensifs de façon prolongée, qui gardent un syndrome de post-soins intensifs. Alors, comment se fait cette autogestion à partir du patient? Il faudra inviter à la personne de documenter ses signes et ses symptômes afin de repérer quels sont les éléments qui déclenchent ou qui entraînent une exacerbation de ces symptômes. Il faudra apprendre au patient d'auto-surveiller ses paramètres, pression artérielle, l'oxymétrie, etc. Il faudra insister sur une bonne hygiène de vie. Le malade doit se reposer, doit s'alimenter. Inviter à la personne de reprendre ses activités selon ses capacités. Il ne faut pas qu'il excède un peu toutes ses capacités physiques et établir des objectifs qui sont progressifs et réalistes. Il ne faut pas lui donner des objectifs qui sont d'ici un mois, on ne sait pas, ça va prendre du temps et ça va s'améliorer avec le temps. Sur le suivi, on décidera avec la personne à suivre quelles sont les modalités, soit par téléphone, soit en présentiel. La fréquence, en général, en moyenne, c'est 3 mois. Maintenir un suivi habituel associé aux comorbidités. Et lors du suivi, il faudra toujours évaluer l'évolution des signes et des symptômes, répéter les analyses et les investigations au besoin, réévaluer quelles sont les causes possibles à cela. Il faudra toujours chercher s'il y a une complication ou autre chose qui est apparue, et puis faire un suivi du plan de soins, y compris l'autogestion. Alors, pour résumer, c'est un peu ça. D'abord, cette prise en charge, d'abord, on communique avec le patient. On a une approche holistique par rapport à la symptomatologie et les signes que le malade rapporte. On va évaluer sur le plan, sur toutes les sphères biologiques, psychosociales, fonctionnelles. On va prendre en charge les comorbidités si elles existent. On va éliminer tout ce qui n'est pas post-Covid, cette partie-là. Il faudra rechercher les complications,
Les autres choses qu'on avait peut-être omis, on ne s'est pas rendu compte. Puis par la suite, surveiller les paramètres, faire des examens biologiques parfois ou radiologiques, apprendre au malade à faire une autogestion et avoir surtout une décision centrée sur la personne, personnalisée, sur des objectifs qui sont bien définis. Donc cette prise en charge multidisciplinaire a parfois besoin d'un recours spécialisé multidisciplinaire, de la participation de plusieurs patients dans la prise en charge. Parfois même, la vie socio-familiale, elle rentre dans ce cadre-là pour espérer avoir un retour à l'état antérieur de la COVID du patient avant la COVID. Alors maintenant, on va juste parler des séquelles pulmonaires de la COVID. Alors ces séquelles qui ont été rapportées chez 35% des surveillants, c'est des dyspnées d'effort, c'est une réduction de la capacité de diffusion et des séquelles fibreuses parfois au scanner. C'est important à identifier la maladie de façon précoce pour éviter l'apparition de ces séquelles chez les survivants parce que parfois un traitement corticoïde peut donner une amélioration au tout début. Donc 5% des patients gardent des déficits radiologiques, physiologiques, fonctionnels persistants. Il y a également possibilité de survenue de ces séquelles, même chez des patients qui n'ont pas eu une forme grave ou qui sont peu symptomatiques. Alors, quels sont les facteurs de risque pour avoir ces séquelles? Un âge plus avancé, avoir un sexe masculin, la durée et la gravité de la maladie aiguë comme indiqué par la persistance de la dyspnée et la tachycardie, l'étendue radiographique de la maladie, la ventilation mécanique et l'hospitalisation prolongée. Alors, quelle démarche de dépistage? On évalue à 12 semaines par un bilan clinique radiologique, par la radiographie thoracique, par la spirométrie et un test de marche de 6 minutes. En fonction des résultats, des autres explications, d'autres sont demandées, telles qu'un scanner thoracique, une angiographie, une échographie cardiaque. Et si jamais on a un bilan normal, on arrête le suivi à partir de là. Un deuxième suivi fonctionnel est fait à 6 mois, clinique, radiographique, surtout chez les patients qui sont âgés de plus de 50 ans, qui ont des lésions fibreuses au scanner de premier suivi, où ils ont une dyspnée persistante à l'effort, une tachycardie, et une notion d'hospitalisation qui est prolongée de plus de 2 semaines, et des antécédents de ventilation mécanique invasive ou non invasive. Alors, quelles sont les options thérapeutiques? La corticothérapie. La corticothérapie, elle est utilisée, elle est justifiée dans le groupe de patients ayant des lésions non fibreuses, de pneumonie organisée, stade de verre dipoli et des opacités de consolidation. Son efficacité est prouvée dans une cohorte qui a été publiée par Mayal et les collaborateurs sur un traitement de 3 semaines. La dose et la durée optimale de corticoïdes pour la prise en charge de ces séquelles restent toujours à déterminer. Ils vont être précisés dans les travaux et les études à venir. Actuellement, il y a un essai contre les randomisés qui, avec 2 bras de doses différentes, soit 40 mg avec une diminution progressive ou une dose stable de 10 mg de prédnisone par jour pendant 6 semaines, les résultats sont pas encore publiés. Je ne sais pas s'ils vont arriver à les publier parce que actuellement la Covid est en train de disparaître. Attention aux effets indésirables tels que l'hyperglycémie, la clairance virale retardée des patients et la susceptibilité accrue aux infections quand on les met sous traitement corticoïde. Les répétitions, elle est indiquée chez tous les patients qui souffrent d'une limitation de l'activité physique, une réduction de la qualité de vie, des symptômes tels qu'essoufflement, une fatigue, faiblesse des muscles supérieurs et inférieurs. La priorité, elle est donnée aux patients qui souffrent de plus de symptômes d'handicap, ceux qui ont été admis aux unités de soins intensifs, surtout ceux qui ont été intubés et mis sous ventilation artificielle, ceux qui ont nécessité des hauts débits d'oxygène et ceux qui étaient plus âgés et avaient des hospitalisations prolongées. En conclusion, le syndrome long Covid, c'est un syndrome multifactoriel d'étiologie incertaine. Ça englobe plusieurs séquelles de multi-organes au-delà de la phase aiguë d'infection. Les mécanismes de la transition vers le long Covid, l'histoire naturelle, l'évolution clinique et ses conséquences ne sont pas encore entièrement compris ou bien précisés. Ça nécessite plus de preuves, plus de recherches pour une meilleure compréhension des causes et mécanismes de la maladie. Le long Covid peut induire
des handicaps fonctionnels et des conséquences économiques évidentes, essentiellement dans les pays à faibles ressources. Je voudrais juste terminer pour vous rappeler que la Société tunisienne des maladies respiratoires a établi une large série de référentiels qui sont publiés sur le site de la STEMARA, quelque chose comme 30 référentiels. Voilà. Et donc, c'est une base bibliothèque bibliographique et riche et actualisée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.